Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dit Kankourou, une tranche consacrée au décryptage de l'actualité nationale et internationale. Comme vous le savez, les Béninois iront aux urnes le 8 janvier 2023 pour élire les députés de la 9e législature. En prélude à ces élections au Bénin, ça bouge au niveau des formations politiques avec des démissions et adhésions de tout genre au sein des chapelles politiques de la mouvance présidentielle. Pourquoi ce mercato politique à l'orée de ces joutes électorales, malgré la réforme du système partisan voulue et mise en œuvre par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon? On en parle dans un instant sur ce plateau. Et si les tractations politiques vont bon train au niveau des partis politiques soutenant les actions du chantre de la rupture, ce n'est pas le cas au niveau des partis de l'opposition, car ça semble dormir parce qu'aucune occupation du terrain politique jusqu'à présent. Est-ce une stratégie pour surprendre les adversaires politiques? Bien d'autres sujets seront au menu de ce rendez-vous de discussion. Et déjà pour en parler, je reçois sur ce plateau Richard Oquet. Il est journaliste indépendant, analyste politique. Richard, bonjour. Bonjour cher ami et merci de me recevoir dans vos locaux. Merci de répondre à notre invitation. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, comme nous également, la transhumance politique au niveau du bloc républicain et de l'Union progressiste, le renouveau. Richard Oquet, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces différentes démissions et adhésions observées à la veille de chaque scrutin dans notre pays? Merci. Avant de répondre à cette question, qu'il me soit permis de dire d'abord que la transhumance politique dans notre pays ne se résume pas à ces deux formations politiques auxquelles vous avez fait allusion, c'est-à-dire l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain. Il y a aussi des mutations et des mouvements que nous observons, aussi bien de la mouvance vers l'opposition que de l'opposition vers la mouvance, donc vice-versa. Je voudrais aussi dire que la réforme du système partisan n'a pas vocation à mettre un terme de façon systématique aux transhumances. Ça veut dire que lorsque vous lisez aussi bien la charte des partis politiques dans notre pays, à ma connaissance, il n'y a pas un article qui, noir sur blanc, stipule clairement qu'un militant d'un parti X ne peut pas regagner ou rejoindre un parti Y. Mais qu'à cela ne tienne, puisque vous me demandez ce qui peut motiver ça, je crois que c'est essentiellement une chose, ce sont les ambitions. Et quand je parle d'ambition, je parle d'abord d'ambition politique. Ambition politique en ce sens que il y a des militants de certains partis et de certaines formations politiques qui ne se retrouvent plus dans le schéma que leur propose cette formation politique. Ça peut être une première raison. Une autre raison, c'est en fait, on ne peut pas nier ça, ce sont les marchandages politiques. Quand je parle de marchandage politique, vous permettez que je ne fasse pas de la langue de bois ce matin, donc on dira les choses directement. Encore que vous êtes analyste politique. Bien sûr. Alors, il y a que certains hommes politiques acceptent de migrer d'un parti X à un parti Y parce que des promesses leur ont été faites. Quand je parle de promesses, ça, vous ne voyez pas seulement l'aspect matériel, parce qu'il y a aussi des promesses par rapport au positionnement. Positionnement en ce sens que si je suis dans un parti politique, dans une circonscription électorale, où je sais et je sens que je ne peux même pas être quatrième titulaire sur une liste, on me propose d'être deuxième ailleurs, eh bien, je peux tenter cette expérience-là. Ça peut expliquer les chamboulements que nous voyons de part et d'autre. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'ambition politique. Donc ça peut expliquer ça. D'accord. Mais la réforme du système partisan venait corriger cette prostitution politique que nous avons observée de par le passé, où à chaque veille des élections, nous observons ça va et ça vient au niveau de ces chapelles politiques. Mais aujourd'hui, ça continue quand on sait que cette réforme a été mise en œuvre. C'est vrai, vous l'avez dit, elle n'est pas venue pour corriger la transhumance politique, mais quand même, la situation perdue aujourd'hui. Pourquoi cela? La situation perdue parce que nous n'avons pas voulu mettre un terme à ça. En fait, lorsque
vous observez un peu l'histoire politique de notre pays, on trouve toujours un moyen pour contourner même les lois que nous-mêmes, nous sommes donné la latitude de voter. Alors, lorsque vous voyez ce qui se passe actuellement, le système qui est mis en place a pour vocation de faire fondamentalement deux choses. Voilà. La première chose, c'est de faire en sorte que les grands regroupements se fassent à travers le pays. Sur ce point-là, on peut dire qu'il y a une amélioration et c'est à l'actif des députés et du chef de l'État qui ont accepté de voter cette loi-là. Vous allez constater qu'il y a de moins en moins de clubs électoraux, il n'y a plus de partis, il n'y a plus de partis politiques exclusivement dédiés à une zone, à un département, à une ethnie ou que sais-je encore. Donc sur ce plan-là, on peut dire qu'il y a une amélioration fondamentale. Mais il y a une amélioration aussi sur un autre plan. Oui, c'est que quand vous observez un peu, les individus sont de moins en moins forts au sein des formations politiques. Il y a quelques années, d'accord, oui, vous avez vos moyens, vous mobilisez vos moyens, eh bien, vous vous engagez politiquement, vous déposez vous-même vos dossiers et vous décidez d'être candidat à une élection. Quand les populations accèdent à ce vœu-là et votent massivement pour vous, vous êtes élu et la vie continue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. La liste des partis politiques sera déposée obligatoirement par les formations politiques avec le cultus et le cachet de la formation politique. Donc, il est difficile de s'imposer juste parce qu'on a les moyens. On pourra peut-être s'imposer autrement, mais il faut l'aval et le cultus du parti. Voilà. Vous venez de parler tout à l'heure du dépôt des dossiers au niveau des formations politiques et on va y revenir tout à l'heure. Et l'autre chose, c'est le PRD justement qui, à l'orée de ces élections, a décidé de se fondre, a décidé de faire mariage avec l'ex-parti Union progressiste. Aujourd'hui, on ne parle plus du PRD, mais nous parlons de l'UP, le Renouveau. Oui. Voilà, pour vous, est-ce que... Quand on sait que le PRD avait annoncé une remontada pour ces élections de 2023, pour vous, est-ce qu'on pourrait dire que le PRD vraiment est en train de vouloir concrétiser ce rêve tant voulu de se faire représenter au Parlement pour la 9e législature? Le président de l'ex-PRD, Maître Adrien Ngwedji, est un vieux de la vieille. Il a au moins 35 à 40 ans d'expérience politique. Voilà. Et ça ne s'achète pas au bord de la voie. Ça veut dire qu'il a un acquis et un charisme qui va jouer, qui va peser très fort. Mais quand vous regardez la 8e législature, celle qui est en place actuellement dans notre pays, oui, il n'y a aucun élu PRD. Et c'est dû à quoi? C'est dû toujours à la réforme dont on a parlé tout à l'heure, les 10%, voilà, ils n'ont pas pu atteindre les 10%. Je pense qu'ils étaient autour de 5,46% sur le plan national. Maître Adrien Ngwedji s'est sans doute rendu compte que la remontada n'allait pas être possible s'il se cantonne exclusivement sur son département d'origine qui est l'Ouémé. Tout l'Ouémé ne peut pas faire 10% quand vous regardez l'électorat. Cela suppose que même si toutes les populations de l'Ouémé décident de voter pour le PRD, il ne peut pas atteindre 10%. Alors, chez moi, on dit souvent, quand tu n'es pas fort pour faire quelque chose, il faut associer même un adversaire. Ici, dans le cas de figure, ce n'est pas un adversaire, puisque le PRD est un parti de la mouvance présidentielle. Je pense que l'une des motivations ici, c'est de se mettre ensemble pour être plus fort, afin de pouvoir atteindre l'objectif qui est de faire revenir les membres du PRD à l'Assemblée nationale, parce que ça m'étonnerait que les positionnements, surtout dans cette partie, c'est-à-dire l'Ouémé du pays, les positionnements ne fassent pas la part belle au PRD. Vous allez voir que les leaders de ce parti-là vont venir là-bas en tête de liste. Voilà, on parle de positionnement et déjà cela a commencé au niveau de ces chapelles politiques, notamment le bloc républicain et l'UP, le Renouveau. Nous avons appris ces derniers jours des potentiels candidats qui ont déjà déposé leur dossier au niveau de ces chapelles politiques. Et voilà, et pour vous, est-ce que
À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir au niveau de ces chapelles politiques? Est-ce qu'il n'y aura pas de frustration? Est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui ne vont plus se retrouver? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui décident, parce qu'aujourd'hui, l'individu ne décide pas, mais c'est sa formation politique qui décide de le positionner ou non. Vous conjuguez au futur les frustrations, moi je les conjugue au présent. Pourquoi déjà? Pour vous dire que les frustrations sont déjà là. En ce sens que lorsque vous observez, il y a déjà des bruits de couloir. Et chez nous, généralement, les rumeurs finissent par être confirmées. Oui. Depuis 24 heures, vous allez constater qu'il y a une liste qui circule en ce qui concerne la 8e circonscription électorale. Bon, la crédibilité, la fiabilité de cette liste, ça reste à démontrer. Je ne veux pas parler de ça, mais je sais qu'à ce niveau, il y a déjà une guerre de communication. Et la période s'y prête, d'ailleurs. Oui, nous sommes déjà dans la... Alors, il y a des forces en présence. Il y a déjà des députés qui ont déjà eu leur expérience en matière de politique dans la 8e circonscription électorale. Il y a des jeunes qui bousculent, qui leur demandent de céder leur siège. C'est normal parce que le pouvoir, ça s'arrache. Alors, vous allez constater que, fondamentalement, 3 choses vont se passer. Oui, quelles sont les 3 choses? La première chose, c'est que dès que la liste sera officiellement publiée, oui, il y aura des défections. Il y aura des frustrations. Le président ou le secrétaire général de ce parti-là, puisqu'on parle du bloc républicain, n'arrivera pas. Et je vous le dis, si Dieu nous prête, on va se revoir. Si peut-être le 9 janvier pour encore débattre de ça. Vous allez constater que certains vont claquer encore la porte parce que ce pourquoi ils sont venus, ils n'ont pas eu satisfaction. Ils n'ont pas eu satisfaction. Alors, s'ils n'ont pas satisfaction, ils vont se chercher ailleurs. Ils ne vont pas accepter de mouiller le maillot pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà que, quand vous regardez aujourd'hui, dans la 8e circonscription électorale, les appétits sont voraces. Il y a une flopée d'hommes politiques, hommes comme femmes bien sûr, qui désirent aller à l'Assemblée pour faire partie de la 9e législature. Mais vous savez que le nombre n'est pas élastique. Voilà. Donc, c'est vrai que nous passons de 83 à 109. On passe à 109. Et la circonscription électorale, la 8e, passe de 4 députés à 6, je crois. Oui. Choisir 6 personnes ou 6 personnalités. Parmi cette multitude de candidats. Parmi cette multitude, il ne peut avoir que de mécontents. Mais je pense que pour la plupart, ils savent déjà à quoi s'en tenir. Il y a déjà des pronostics, il y a déjà des noms qui circulent. Il y en a qui, de par leur relation, de par leur aura politique, vont naturellement s'imposer. Il y en a aussi qui vont devoir attendre pour une prochaine fois. Voilà. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire confiance à cette jeunesse, justement, qui aspire et accéder à ce pouvoir pour quand même montrer de quoi elle est capable pour vous? C'est une occasion, mais la jeunesse doit savoir se comporter également. C'est-à-dire que la jeunesse doit chercher pas seulement à séduire, mais à convaincre, à montrer qu'elle est capable d'assumer déjà la relève. Et assumer la relève, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Assumer la relève, ce n'est pas le boucan et le charivari que je constate tous les week-ends. Pourquoi vous parlez du boucan? Je parle de boucan parce que il me semble qu'il y a certains jeunes dans cette circonscription-là qui pensent que l'animation de la vie politique se résume à la quantité ou les décibels de bruit qu'on fait. Mais je pense également qu'il faut travailler de façon minutieuse pour pouvoir atteindre son objectif au lieu de disperser ses efforts. D'accord. À part le bloc républicain, également, nous allons parler de l'Union progressiste, le renouveau dans la 8e circonscription électorale. Ça bouge également au niveau de cette formation politique. En témoignent ces différentes activités que nous avons pratiquement tous les jours, tous les week-ends, et ça bouge. Est-ce que cette formation politique a également une chance dans notre circonscription électorale quand on sait que nous avons les dinosaures au niveau du bloc républicain qui, quoi qu'on dise, ne sont pas prêts aujourd'hui à céder leur place, et l'UP Le Renouveau également qui regorge de jeunes talentueux qui montrent de quoi ils sont capables justement. Pour vous, est-ce que l'UP pourra quand même tenir tête au bloc républicain dans la 8e? Ce que je vais vous dire, c'est que rien n'est statique en politique. Rien n'est statique en politique. Ce n'est pas parce que
le bloc républicain a pignon sur rue dans la 8e circonscription électorale aujourd'hui, que ça va être comme ça demain et après-demain. Je crois que l'Union progressiste, le renouveau, a également son mot à dire, en ce sens que il y a beaucoup de jeunes que personnellement je connais, avec qui j'ai travaillé par le passé, qui ont déjà quitté la formation politique du bloc républicain pour se retrouver là. Effectivement, ça se passe dans les deux sens. Mais vous allez constater qu'il y a un sens qui est plus... qui reçoit plus d'adhésion. Qui reçoit plus d'adhésion. C'est le premier élément qui va être déterminant. Le deuxième élément, quand vous observez, c'est que l'Union progressiste, le renouveau, veut changer un peu de paradigme. C'est-à-dire, dans leur travail de tous les jours, ils cherchent à montrer qu'ils peuvent mieux faire que ceux qui sont là aujourd'hui. Vous savez que la mairie, enfin, la municipalité est dirigée par le bloc républicain, voilà, et que lors de la dernière élection municipale ici, ils ont eu seulement, je crois, 4 élus municipaux. Donc, ils ne vont pas s'en tenir à ça. Pas plus tard que le week-end passé, ils ont encore rallié à leur cause plusieurs jeunes, voilà, des FCBE. Donc, c'est pour dire que c'est vrai que systématiquement, ce n'est pas une addition dans les urnes. Mais je suis convaincu que ce parti-là va avoir son mot à dire. Ils vont progresser dans les suffrages pour l'élection à venir. D'accord, ils vont progresser dans les suffrages pour les élections à venir. Et pour rapidement clore cette première partie de notre émission, pour vous, quand vous regardez les têtes penchantes dans la 8e circonscription électorale, pour vous, qui pourrait conduire la liste du bloc républicain et pourquoi pas la liste de l'Union progressiste, le renouveau dans la 8e? Je pense qu'à cette étape-là, bon, on va un peu fantasmer, hein. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais qu'à cela ne tienne, puisque la question m'a été posée, on ne va pas être muet sur cette question-là. Parlant du bloc républicain, oui, je crois qu'aujourd'hui, l'une des figures politiques du bloc républicain à Parakou, qui pour moi sera forcément sur cette liste-là, c'est l'ancien maire de Parakou, M. Charles Toko. Je le dis pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est l'une des figures principales du bloc républicain à Parakou. Et il me semble qu'il a des relations privilégiées avec le chef de l'État. J'ai dit tout à l'heure que c'est des paramètres, voilà, dont il faut tenir compte également. C'est également des supputations que nous sommes en train de... Bien sûr, c'est des supputations. Voilà. C'est des supputations. En dehors de l'ancien maire, il y a l'actuel député, l'honorable Badamassi, qui est aussi un ancien maire de la commune. Il y a Madame Baba Moussa, qui est à sa première législature. Je pense que, puisqu'il y a une loi également qui veut que des femmes soient... qu'on ait une femme dans chaque circonscription électorale. Une femme au moins, voilà. Ça veut dire qu'il y a au moins 24 femmes qui vont se retrouver là. Je pense que ça l'arrange. Elle aura une position de choix par rapport à ça. Je pense que Mme Baba Moussa également va figurer sur la liste du bloc républicain. Maintenant, il y a plusieurs jeunes aussi qui tapent à la porte du bloc républicain. Kadri Batagandé, pour ne pas le citer. Oui. Il y a beaucoup d'autres qui sont là et qui auront leur mot à dire. D'accord, ils auront leur mot à dire. On attend de voir quand même ce qui se passera dans les jours à venir parce que nous sommes d'abord à l'étape du dépôt des dossiers de candidature au niveau de ces chapelles politiques. Si ça bouge au niveau des partis politiques du bloc républicain et de l'UP, le renouveau, ce n'est pas le cas au niveau des partis de l'opposition, notamment les forces Kori pour le Bénin émergent, FCBE et les démocrates. D'abord, pour vous, est-ce que ce silence que nous observons au niveau de ces 2 chapelles politiques sur le réclamant de l'opposition, pour vous, est-ce une stratégie pour surprendre l'adversaire politique ou c'est parce que nous sommes en paix de vitesse? Je constate d'abord que vous avez limité votre liste des partis de l'opposition à 2, voilà, alors que nous en avons un peu plus. Voilà. Bon, qu'à cela ne tienne. Oui. Les FCBE, je pense que dans la circonscription électorale, ils sont un peu en difficulté. Il faut avoir le courage de le dire. Pas forcément dans la circonscription. Parlons quand nous prenons l'étendue du territoire. Sur le territoire national. Oui. Bon, je parle de la 8e parce que nous y sommes en fait. D'accord. Alors, ils sont en difficulté. Après
les dernières élections municipales à Parakou où ils sont sortis premiers, il y a eu des dissensions. Vous savez qu'ils ont fini 2 ou 3 mois après par perdre la mairie de Parakou et ensuite les défections et les défections encore. Je pense que ce parti-là ne jouera pas, à mon avis, un rôle de premier rang pour les élections à venir parce que aussi, au-delà des défections, il faut aussi mobiliser de grands moyens pour pouvoir atteindre la cible. Maintenant, parlant des démocrates, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que les démocrates sont bel et bien sur le terrain. Ils sont bel et bien sur le terrain. Mais vous savez que il est difficile aujourd'hui de rivaliser avec les deux formations politiques de la mouvance présidentielle en cherchant exactement à faire comme eux, comme elles, les formations. Parce que ces formations-là ont un cran au-dessus, ils ont un peu plus de moyens entre griffes. Quand je parle de moyens, je parle sur le plan matériel et humain. Ils ont un peu plus de moyens. Et lorsque tu veux rivaliser avec quelqu'un, tu te rends compte que la personne est plus forte, il ne faut pas aller de façon frontale, il faut chercher d'autres stratégies pour pouvoir atteindre la cible. Je pense que c'est ça que les démocrates font en ce moment. Et vous pensez que cette stratégie va payer et que ce parti pourra se faire représenter et pour la 9e législature? Je n'ai pas une boule de cristal devant moi. Je ne peux pas le dire d'office, mais je pense que ce parti-là aura quand même son mot à dire dans cette circonscription-là parce que il y a beaucoup de nouvelles figures qui commencent pas à s'illustrer au sein de cette formation politique. Et mieux, cette formation politique s'identifie, et ce week-end encore, ils l'ont rappelé, s'identifie à un homme politique très influent de notre pays, natif de Tchaourou, pour ne pas le citer. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que la 8e circoncision lui est plus ou moins favorable, et peut-être que c'est des éléments qui vont jouer. Oui, la 8e est favorable, mais ne parlons pas justement seulement de la 8e, parlons de l'ensemble du territoire. Est-ce que cette formation pourra quand même réunir les 10% et exiger par le nouveau code électoral? Les 10%, l'avenir nous dira. Je ne peux pas le dire d'Arda, mais je crois que cette formation politique aura fondamentalement des difficultés dans plusieurs zones de notre pays. Voilà. Vous savez que la partie méridionale, par exemple, de notre pays, quand vous prenez la partie méridionale, c'est une partie où les figures politiques du parti, les démocrates, ne sont pas des personnalités influentes. Parce que c'est des facteurs qui jouent aussi. Ce ne sont pas des figures, des personnalités influentes. Et je pense qu'au niveau du centre du pays, quand vous prenez par exemple les collines, là, il peut y avoir de percées. Quand vous prenez la zone de, par exemple, Bantais, vous prenez la zone de Tassar, et Savé et environ, il peut y avoir de percées. Maintenant, dit sur ce plateau qu'ils auront forcément les 10%, je ne peux pas le dire, mais on ne peut pas s'étonner qu'ils aillent même au-delà de 10%, parce que ça dépendra des thèmes de campagne, ça dépendra de la mobilisation qu'ils vont faire. Nous savons aujourd'hui que les populations sont en difficulté et nous savons que les hommes politiques vont chercher à manipuler, à utiliser la misère de ce peuple-là pour atteindre leur objectif. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Le dernier sujet, cela concerne le dépôt des dossiers au niveau de ces chapelles politiques. Quel sera pour vous le rôle de la Sénat? C'est vrai que cette institution chargée de l'organisation de ces élections dans notre pays a rencontré, pas plus tard qu'hier, ces chapelles politiques devant prendre part à ces élections et à discuter avec eux sur les enjeux de ce scrutin. Pour vous, quel sera son rôle pour que nous assistons à des élections apaisées quand on sait que depuis l'avènement du chant de la rupture, nous avons eu des élections quand même qui n'ont pas été inclusives, qui s'est soldées par des bruits, des crises au niveau de notre pays. Pour vous, quel sera le rôle de la Sénat quand on sait que c'est elle qui aura le dernier mot au niveau de ces dossiers et après vérification, c'est elle qui va donner le quitus pour telle et telle formation politique? Je pense que la Sénat, c'est la cheville ouvrière même de l'organisation de ces élections. Et je pense que elle va travailler à faire en sorte que toutes les parties puissent participer de façon inclusive,
à ces élections-là pour éviter le grabuge à notre pays. Et il est important de dire ici que il n'est pas de la responsabilité de la Commission électorale nationale autonome de sélectionner les partis qui vont concourir, mais de sélectionner les dossiers des candidats des partis qui vont concourir. Cela signifie quoi? Que les partis, à travers leurs candidats, prennent également leurs dispositions à l'interne pour éviter d'être en porte-à-faux au dernier moment avec les règles qui ont déjà été établies par l'institution. C'est-à-dire que ces partis n'ont pas droit à l'erreur. Ces partis n'ont pas droit à l'erreur. Chat échaudé craint l'eau froide, on dit souvent. Donc, vous avez déjà connu une difficulté. Il n'est pas normal que vous retombiez dans ces mêmes difficultés. Donc, prenez vos dispositions à l'interne. Maintenant, je pense que, sauf erreur de ma part, ces élections seront les meilleures. Et je vous prends à témoin. Seront les meilleurs, vous dites? Seront les meilleurs en termes d'organisation. Voilà. Parce que lorsque toutes les parties se retrouvent pour le combat politique et que le peuple devient l'arbitre du jeu électoral, oui, eh bien, ça va devenir une fête et chacun va vaquer normalement à ses occupations. Voilà, ça va devenir une fête et espérons justement que nous retrouvons cette lettre de noblesse que nous avons vécue de par le passé lors des élections dans notre pays. Et justement, que nous dirons également que le chef de l'État aura également son mot à dire, aura un grand rôle à jouer dans la pacification de ces élections pour nous. Le premier rôle du chef de l'État, c'est d'accompagner les institutions qui sont chargées d'organiser ces élections. Accompagner en termes de moyens, parce qu'il faut des moyens colossaux pour organiser. Il faut aussi qu'il y ait un climat de paix. Voilà, surtout ça. Un climat de paix, parce que les moyens seuls ne vont pas suffire. Un climat de paix suppose que même les phrases, même les mots que nous allons utiliser lors de la période de pré ou de campagne, que ces mots soient mûrement réfléchis et qu'il n'y ait pas de provocation, que nous travaillons comme les fils d'un même pays afin qu'au bout de ces élections, le meilleur puisse gagner. D'accord, on espère voir quand même que le meilleur puisse gagner à l'issue de ces élections qui se dérouleront le 8 janvier 2023. Rapidement, pour finir, Richard Oké, ces bastions, ces localités qui ont été des bastions de cette tension électorale, voilà un mot à l'endroit de ces jeunes et rapidement votre mot de la fin également. Je voudrais dire que nous, jeunes surtout, nous devons faire attention. J'en connais aujourd'hui qui ont vu leur famille totalement disloquée à cause des querelles politiques. J'en connais qui ont perdu leur job. J'en connais, bref, qui ont des difficultés liées à ces faits-là. On doit beaucoup faire attention et se dire que, en définitive, la destruction des deniers publics, ça ne fait pas du mal au chef de l'État, ça fait d'abord du mal au pays, aux populations à la base. Nous devons faire en sorte que la paix prime sur tout ce que nous faisons, parce que c'est les jeunes qui sont utilisés pour faire toutes ces choses-là. J'en aurais fini lorsque vous m'auriez permis de dire que une élection, c'est le baromètre, d'accord, dans un pays pour apprécier les forces politiques en présence. Et donc, quelle que soit l'issue de ces élections-là, le chef de l'État doit en tenir compte et tirer les conclusions qui s'imposent afin que pour la période après 2023, que nous soyons en train de parler exclusivement de développement de pays au lieu de toujours nous éterniser sur des querelles politiques et politiciennes. D'accord. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Richard Oké, d'avoir répondu à notre invitation pour débattre de ces sujets brûlants de l'actualité de notre pays, notamment ces élections qui se pointent à l'horizon. Merci à toutes les équipes de réalisation. Je vais nommer Sabiou, Chabi Adamou, je vais nommer Suzanne et Yaro et toutes les personnes qui l'accompagnent. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt.